Merci beaucoup, Madame le Ministre, cher Michel, Monsieur le Directeur Marc Donfried, merci beaucoup de cette invitation. Alors j'avoue, quand j'ai vu le thème, médias et francophonie, je me suis dit, certes, j'ai une expérience de 20 ans dans la presse écrite, certes, j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui LCI, une chaîne d'information pionnière en France, qui a fêté ses 20 ans, mais qui est en grande difficulté pour des raisons un peu compliquées. Certes, nous avons créé dans les années 80 une radio qui s'est beaucoup étendue en France, y compris d'ailleurs en Afrique, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, puisque nous avions créé avec Pierre Alberti, Frédéric Coste et Albert Cohen une radio qui s'appelle Nostalgie, sur un format essentiellement francophone, justement. Mais je me suis dit, il y a quand même une sorte de difficulté pour moi à parler d'une manière générale des médias et de leur lien avec la francophonie. Donc c'est avec cette modeste expérience de presse écrite, de radio et de télévision que je vais essayer de vous faire partager quelques idées autour du rôle essentiel, Monsieur le Directeur le disait, que les médias, en tout cas tels que moi je les perçois, doivent avoir en direction de la francophonie. Alors tout à l'heure, Jacques Toubon expliquait que j'allais m'étendre sur des questions économiques. Bon, c'est mon passé de journaliste économique, mais je dirais qu'en matière de francophonie, je ne confonds pas l'échange marchand qui fait du bien à la balance commerciale et l'échange en marchand que l'on doit avoir avec une langue commune qui est la nôtre, si on veut bien communiquer, qui est le français. Donc l'échange marchand, je le laisse de côté, bien que la francophonie soit porteuse de business, et je vais essayer de montrer comment l'échange en marchand, lorsqu'on marche, on peut parler avec son voisin, peut avoir une dimension absolument fondamentale au travers des médias. François Mitterrand expliquait il y a quelques années, et je me souviens du voyage dont parlait Jacques Toubon tout à l'heure en 1993 dans l'océan Indien, puisque je suivais les voyages présidentiels de François Mitterrand, et cette année-là, le président Mitterrand avait fait un grand voyage dans l'océan Indien, à l'île Maurice, comme le disait Jacques Toubon, mais aussi dans les Comores et à Madagascar. Trois pays qui ont au moins un point commun, c'est celui de parler assez couramment le français. Et cette notion, à l'époque, mais qui a été ensuite reprise par le président Chirac, de donner la possibilité à des journalistes qui représentent des médias de presse écrite, de radio ou de télévision en France d'être partie prenante dans un voyage présidentiel, ça m'a toujours permis de comprendre le poids extrêmement fort et l'attente extrêmement forte qu'il y avait dans les pays visités par le président de la République, quel qu'il soit, quelle attente il y avait en direction de cette francophonie. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour un quotidien malgache à Madagascar, Antananarivo, qui s'appelait, je pense qu'il existe encore, qui s'appelait Madagascar Matin. Et j'ai toujours compris quelle appétence il y avait à Madagascar et ailleurs pour cette culture française et pour les médias francophones ou les médias français. Alors, je ne fais pas d'unilatéralisme autour de la question française. Jacques Toubon l'a dit bien mieux que moi. Il ne faut pas comprendre la francophonie comme partant de la France et aboutissant à la France. Non, la francophonie, elle est totalement plurielle. Et les médias français aujourd'hui de télévision, de radio ou de presse écrite qui parlent français, il y en a beaucoup. Je vous signale d'ailleurs, en préparant cette intervention, qu'en octobre, à Québec, monsieur Sylvain Lafrance, ça ne s'invente pas, il s'appelle La France, tiendra un colloque, c'est l'ancien patron de Radio-Canada, il tiendra un colloque exactement sur cette question-là, médias et francophonie. C'est dire si le thème est important. Pour moi, les médias francophones doivent véhiculer deux choses, au moins deux choses. La première, c'est évidemment ce que nous avons en commun, c'est-à-dire la langue française. Au travers de cela,
autant que j'ai pu l'imposer, les anglicismes doivent être évidemment écartés. Et Dieu sait qu'il y en a dans notre langue. Je dis doivent être écartés non pas par souci du purisme, mais simplement parce qu'on ne peut pas imaginer que la francophonie puisse se développer par le biais des médias si nous-mêmes, nous ne faisons pas l'effort, journalistes, d'avoir un discours dans lequel la plupart des mots utilisés sont des mots de notre langue, de la langue française. Deuxième dimension, qui me semble extrêmement importante, c'est la dimension de démocratie. Il me semble que, c'est sans doute vrai aussi pour les médias anglo-saxons, mais la dimension démocratique des médias francophones en direction du reste du monde doit véhiculer, me semble-t-il, cette notion-là, c'est-à-dire une notion où la démocratie doit être extrêmement présente. Vous avez sans doute partagé ces chiffres ce matin, j'imagine, mais moi, ils m'ont frappé en préparant cette intervention. De 220 millions de locuteurs aujourd'hui, ou 230 millions que compte la langue française, il y en aura 700 à 750 millions dans les années 2050. Et 9 sur 10 de ces locuteurs appartiendront au continent africain. C'est dire si dans le respect et dans le souci de la pluralité culturelle, la francophonie véhiculée par les médias a un rôle extrêmement important à jouer. Et encore une fois, j'insiste, pas seulement dans le domaine de la presse écrite, de la radio ou de la télévision, mais aussi au travers des réseaux sociaux qui pourtant trouvent leur origine dans le monde anglo-saxon, que l'on parle de Facebook, de Twitter ou de d'autres réseaux sociaux. Je pense que là aussi, la francophonie, ces médias sont extrêmement puissants aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont des médias d'une puissance finalement beaucoup plus importante que la distribution d'un quotidien, qu'une radio ou qu'une chaîne de télévision. Donc, cette explosion de la francophonie, notamment en Afrique, est un véritable atout pour cette francophonie, mais aussi, et là je vais me recentrer un peu, pour les médias français. Jacques Toubon citait TV5, il aurait pu citer aussi France 24, une chaîne d'information internationale qui a été lancée sous la présidence de Jacques Chirac. On pourrait parler également d'Euronews, qui est plus centrée sur l'information européenne et qui est une chaîne basée à Lyon. Mais on pourrait aussi parler d'une manière générale de l'explosion du secteur des chaînes d'infos. La France en compte encore 3 au moment où je vous parle, BFM, iTélévision et LCI. LCI qui est par exemple extrêmement suivi en Afrique du Nord et parfois en Afrique subsaharienne. J'ai pu le constater parce que souvent, à tort ou à raison, parce que souvent, les chaînes d'information françaises ou francophones sont perçues comme plus libres dans leur ton, plus libres dans leur hiérarchisation de l'information que des chaînes d'information francophones locales. Je dis à tort ou à raison parce que je me garderai évidemment bien de porter un jugement, mais ça me semble un point important à souligner. Tout ça pour dire que le développement de la francophonie via les médias est extrêmement important. Et je pense que lorsqu'on regarde ce qu'un pays aussi puissant que la Chine est en train de faire en matière d'investissement dans les médias en Afrique, vous en avez peut-être également parlé, eh bien on peut, si ce n'était pas déjà le cas, se poser la question. Je vous rappelle que la Chine est extrêmement présente dans la radio et dans la télévision en Afrique du Sud, extrêmement présente au Kenya, je prends 2 pays anglo-saxons, et l'agence de presse Xinhua possède 30 bureaux de correspondants, de journalistes installés en Afrique. Donc pas de naïveté aucune. Au-delà de ce que je vous disais sur la francophonie, pour moi, au travers des médias, est porteuse de démocratie et porteuse de ce que nous avons en commun,
c'est-à-dire la langue française. Il y a évidemment derrière tout un aspect business qui est, à mon avis, indissociable du développement de la francophonie via les médias. Alors, va s'ajouter à cela, à la présence de la Chine, de plus en plus forte en termes de médias sur le continent africain, qui, je vous le rappelle, abritera 9 francophones sur 10 de la croissance dont je parlais tout à l'heure, qui va voir passer le nombre de locuteurs de 220 millions à 750 millions. Il y a une autre puissance très importante en matière de médias qui est en train de s'imposer. Elle s'impose d'une façon ou d'une autre en Europe. C'est bien sûr la puissance médiatique du Moyen-Orient via la constellation de chaînes comme Al Jazeera ou en France comme beIN Sport qui est détenu par des Qataris, ou même Al Jazeera en France avec toutes les déclinaisons que l'on connaît de cette chaîne d'info. Donc, au-delà de ce qu'on se disait, la francophonie, c'est un formidable véhicule. En tout cas, on peut le percevoir comme ça. C'est comme ça que j'ai la faiblesse de le regarder, comme un formidable véhicule à la fois de démocratie et de partage de notre bien commun, qui est la culture française, au travers de son principal véhicule qui est la langue, qui est un formidable moyen de véhiculer, encore une fois, la démocratie. Il y a derrière, évidemment, tout un aspect business, parce que celui qui développe, via des médias, un langage, une langue, une loi juridique, impose évidemment également son business. Donc il y a une interconnexion qui plaît peut-être pas à tout le monde, parce que lorsqu'on parle de francophonie, dans certains cénacles, on en parle essentiellement sous son rôle culturel. Mais je pense qu'il faut avoir en tête cette double vision qui s'interpénètre et dont les médias, qu'on le veuille ou non, est le principal fer de lance. J'aimerais aussi attirer votre attention sur deux autres points qui me semblent essentiels lorsqu'on parle du lien entre les médias et la francophonie. Aujourd'hui, la France est dans une situation économique, politique, compliquée. Donc certains pourraient se dire qu'un certain nombre de budgets doivent être oubliés ou doivent être apurés au nom de cette crise économique. Et moi, je pense que ce serait un calcul à court terme extrêmement préjudiciable pour le rayonnement de la francophonie en général. On parlait tout à l'heure de TV5, qui est la chaîne francophone que vous connaissez, avec à son capital la plupart des pays francophones. Il ne faudrait pas que certains États, sous le coup d'une crise économique, rognent ce type de budget, qui ne remettront pas d'ailleurs d'équerre ni leurs dettes et ne trouveront pas une solution rapide à leur déficit, simplement par souci de faire une économie. Je pense que la francophonie et les médias qui supportent cette francophonie, en France et dans le monde, ne peuvent pas se priver de ce type de soutien financier. Il faut au contraire, autant que faire se peut, mettre le poids qui est nécessaire pour faire comprendre à ceux qui décident que la francophonie a besoin de moyens, qu'elle n'est pas seulement un formidable tremplin culturel qui permet de partager une langue, mais c'est aussi une formidable possibilité de faire du business. Je me fais provocateur à dessein, parce que sinon on peut avoir une vision très à court terme. Soulignons également l'effort remarquable qui est fait en termes de radio, lorsqu'on parle de médias francophones du côté français, par RFI, qui est une radio internationale que certains d'entre vous écoutent peut-être, et qui là aussi donne, me semble-t-il, un ton différent, une actualité différente dans des pays qui parfois en ont besoin. Je vous parlais en commençant tout à l'heure de l'expérience que nous avons vécue en France dans les années 85, qui est ce qu'on appelait la libéralisation des ondes. À l'époque, François Mitterrand arrive au pouvoir depuis quelques années, et il y a peu de radios, celle du service public, et aucune radio FM, des radios de service public, quelques radios périphériques comme RTL ou Europe 1, mais pas les FM que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a une décision qui est prise de libérer les ondes.
Et je pense que ça résume bien mon propos. C'est-à-dire qu'à la fois, en libérant ainsi les ondes, vous libérez un espace culturel au sens large. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vous libérez un espace culturel. Mais en même temps, vous créez un formidable business. Parce qu'évidemment, toutes ces radios n'ont pas survécu, mais celles qui se sont professionnalisées se sont souvent regroupées en réseau et ont créé les emplois de techniciens, de journalistes, de commerciaux qui vont avec. L'exemple de Nostalgie me semble très intéressant. Nostalgie est partie d'une idée extrêmement simple. À l'époque, nous n'écoutions en France, en termes musicaux, peu d'entre vous s'en souviendront, mais que les 45 tours ou les 33 tours que les maisons de disques voulaient bien promouvoir sur les radios périphériques qui les prenaient. C'était l'aspect uniquement business. Et nous avions une idée extrêmement simple, c'est que finalement, aucune radio n'existait qui pouvait permettre d'écouter, de réécouter ce qu'on avait aimé 10 ans plus tôt. Parce que précisément, les périphériques faisaient du business et ne faisaient la promotion que des disques qui arrivaient sur le marché, mais pas de ceux qui avaient déjà connu un succès il y a 10 ans. Et en plus, ce concept est inépuisable, parce que, par définition, ce que l'on écoute aujourd'hui, Stromae, deviendra la nostalgie dans 10 ans. Donc le concept en termes de business est inépuisable. Et immédiatement, avec Pierre Alberti, Frédéric Coste et Albert Cohen, nous avons eu le sentiment, et souvent d'ailleurs aidé, je crois qu'on avait eu même des contacts à l'époque avec l'Organisation internationale de la francophonie, avec l'OIF, immédiatement nous nous sommes dit, ce concept-là, dans des pays qui ont comme point commun d'avoir la même langue que nous, parfois qui admiraient les mêmes chanteurs et écoutaient les mêmes disques, eh bien ce concept doit pouvoir se développer. Et c'est ainsi que nous avons fait œuvre de francophonie à l'insu de notre plein gré, puisque en créant à ce moment-là une station à Dakar et une autre à Abidjan, principalement, si je me souviens bien, eh bien nous avons apporté une pierre au développement de la francophonie, qui est à la fois le véhicule culturel dont je vous parlais tout à l'heure, quel que soit le chanteur ou la chanteuse qu'on aime, mais aussi qui a un aspect business, puisqu'il s'agissait simplement d'implanter une radio qui commençait à bien marcher en France dans des pays qui avaient comme langue commune le français. Donc je pense que cet exemple est extrêmement parlant pour moi. Comment peut-on entretenir la flamme de la francophonie tout en ne se refusant pas à l'idée de faire du business. Je voudrais terminer par vous dire que les chaînes d'infos dont je vous ai parlé, les radios dont je vous ai parlé, qui sont des véhicules, encore une fois, de démocratie et de partage de ce bien culturel, ne sont pas les seuls, pour moi, à véhiculer l'essentiel de cette francophonie. Je voudrais prendre pour exemple, Michel, si vous le permettez, un hebdomadaire qui a été lancé il y a quelques mois par Éric Fotorino, qui est l'ancien patron du Monde, et qui s'appelle Le Numéro 1. Tout est neuf dans cette formule, et c'est rare, finalement, de saluer la naissance d'un hebdomadaire de presse écrite. Tout est neuf dans cette formule. La façon dont on traite les thèmes ne sont pas forcément des thèmes extrêmement d'actualité brûlante, sauf peut-être celui-là. Peut-on encore redresser la France ? Oh. C'est une synthèse d'intelligence et de savoir absolument incroyable. Mais la façon de lire également l'hebdomadaire est prodigieuse, puisque vous la lisez. Éric Fotorino ne m'a rien demandé, mais je suis tellement tombé amoureux de ce beau véhicule de la francophonie que je vous le montre. Vous le déployez absolument dans tous les sens. Vous avez des textes qui se lisent, y compris sur la grande page centrale, et qui traitent tous, évidemment, par le biais de philosophes, d'économistes, d'auteurs, de la question du jour. Donc il serait, à mon avis, erroné de penser que la presse écrite, globalement, va disparaître. Il y a d'autres initiatives, je pense au lancement également dans un autre genre de l'opinion de Nicolas Béthouis, qui est un quotidien libéral assumé. Tout cela pour vous dire qu'il ne faut pas non plus céder aux modes.
et parfois vouloir, au nom du rattrapage du temps perdu, de passer du tout aux réseaux sociaux, qui sont extrêmement, comme on le sait, contraints en termes d'élaboration de la langue française. Voilà pourquoi je tenais à saluer la parution de ce livre et vous dire que finalement, la francophonie, sous tous ses aspects, et quel que soit le média sur lequel elle s'inscrit, pour moi, est une nouvelle dame, est quelque chose qui reste à construire et qui reste à développer. Les réseaux sociaux, c'est une chose, mais je pense qu'au travers des médias traditionnels que vous connaissez, cette francophonie a encore de très beaux jours devant elle. Je vous remercie. Je suis très heureux de vous entendre. Francophonie véhicule, oui. Francophonie vecteur d'espérance, encore mieux. L'Afrique dont on parle aujourd'hui, en tout cas, nous tient tous à cœur. La question de fond qui se pose aujourd'hui, c'est comment, au travers de la francophonie, relier francophonie et activité pour que le lien et l'acceptation de l'autre puissent s'ancrer de façon durable et assurer une cohérence et une cohésion intergénérationnelle. Parce qu'aujourd'hui, sur la francophonie en tant que telle en Afrique, on a, entre guillemets, on va dire une petite caste de franco-africains, et on a une très grande majorité qui est complètement, je dirais, dont on a besoin, ce que j'appelle les forces vives, enfin l'énergie, les forces dont on a besoin pour enclencher, pas les réformes, mais les mouvements qu'il faudrait pour rééquilibrer les ensembles, je dirais les différents déséquilibres hérités de l'histoire sur laquelle je ne reviendrai pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas concrètement, par des outils simples, j'en vois un, on ne dispose pas aujourd'hui d'un traducteur simple qui permettrait, là c'est le chercheur qui parle, qui permettrait aux jeunes Africains de pouvoir, je ne dirais pas se mouvoir, mais traverser les courants de pensée anglo-saxons, allemands, espagnols, portugais, et j'en passe. Ça, c'est quelque chose de pas compliqué et de pas très cher à mettre en œuvre. Mais enclenché par des phénomènes pas de pression, mais je dirais d'accompagnement actif et vigoureux auprès des principaux pays, je dirais, dont la démographie va exploser, afin qu'ils puissent prendre en compte deux éléments qui manquent aujourd'hui. Comment permettre aux familles les plus démunies d'accéder à l'essentiel. Et quand je dis l'essentiel, c'est deux choses. L'éducation, la santé. Je pense, nous avons la chance, nous avons une ministre à plusieurs casquettes. Je pense qu'aujourd'hui, cette pression amicale pourrait permettre de rééquilibrer progressivement le rejet massif, je dis bien massif, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je vais au Gabon, je suis gabonais, je suis traité de français. Je ne suis pas traité de gabonais, je suis traité de français. Quand je suis en France, j'appartiens à l'élite puisque je suis chercheur. Je suis rejeté parce que j'ai dit attention, oui, il y a des grosses difficultés. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, ça ne va pas être simple, mais on me dit, mais attention, mais rien n'est mis en œuvre pour qu'on puisse espérer qu'à un moment T, nous allons basculer dans le bon wagon. Et je pense, comme disait Arnaud Renoir, le vice-président de Dauphine, il va nous falloir bousculer les politiques, parce que si l'on ne le fait pas, de toute façon, nous serons balayés. Et je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est pour rappeler qu'aujourd'hui, il va nous falloir plus parler, mais mieux agir et accompagner. Et ça manque. C'est la règle du jeu.
Bah oui, enfin en même temps, c'est une vision politique sur laquelle j'ai pas trop de prise. Alors, on peut peut-être quand même trouver une sorte d'intersection non vide, c'est-à-dire dans ce que vous dites, il y a un point qui me semble essentiel, c'est que les médias peuvent jouer, me semble-t-il, ce rôle de passeur ou d'accompagnateur, de lien. Alors, la difficulté, et on va se dire les choses assez directement, la grande difficulté, c'est que souvent les médias français, pour ne parler que d'eux, puisque je représente un média français, je ne veux pas parler au nom de la télévision canadienne ou même de la télévision sénégalaise ou de la RTM malgache, mais les médias français, me semble-t-il, et c'est une critique que je nous adresse, sont extrêmement auto-centrés, sont souvent extrêmement auto-centrés et ne traitent finalement l'information comme si dans l'inconscient collectif des Français, il y avait cette volonté toujours de ramener au travers de son propre tamis, j'allais dire, les informations des autres. Or, souvent, à de rares exceptions près, on ne peut pas créer le lien dont vous parlez parce qu'il y a cette déformation, cette difficulté à comprendre ce qui se passe ailleurs, et j'allais dire surtout si on parle français. Parce qu'on a beau lutter contre, on a beau s'interroger, essayer, ce que disait Jacques Toubon tout à l'heure, de ne pas oublier que la francophonie, elle est multilatérale, elle n'est pas centrée sur la France, et heureusement. Eh bien, je pense, c'est une sorte de mea culpa que j'adresse, je pense que nous avons souvent, nous, les journalistes français, dans notre esprit, l'idée que nous représenterions à nous seuls une sorte de part, non pas déterminante, mais importante de la francophonie et de ce qui va avec. Voilà pourquoi peut-être il faut travailler dans ce sens et essayer de jeter ce pont qui permettra, avec le français, avec la francophonie, d'être davantage à l'écoute, non pas des autres, mais de l'information des autres et de la façon dont on la véhicule. C'est pour ça que j'ai employé le mot de véhiculer. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient comme réponse, mais en tout cas c'est ma réponse comme bien d'autres.